c'est la dernière ligne droite de cette journée riche en échanges et on va parler de l'ambition de devenir la ville la plus verte d'Europe ou du monde en atteignant l'objectif zéro carbone. On le sait, les villes sont responsables de plus de 70% des émissions de carbone liées à l'énergie dans le monde. Les villes leaders utilisent le pouvoir de marque, ville zéro carbone, comme par exemple Copenhague, dont l'objectif est de devenir la première ville neutre en carbone au monde en 2025. Les accords de Paris étaient un premier pas vers un positionnement pionnier de la France et de Paris sur la scène mondiale écologique. On va découvrir quels sont les acteurs des villes durables, comment concilier dynamique urbaine et l'objectif zéro carbone à l'échelle des villes monde, comment éviter le greenwashing tout en mettant en avant une image de ville verte. Merci d'accueillir maintenant Marie-Claude Dupuis, directrice stratégie, innovation et développement à la RATP, Catherine Lescure, déléguée régionale d'EDF en Île-de-France, Marc Lermite, associé du cabinet de conseil EY, et Ralph Pleunes, Vice President Sales and Operations for the brands Raritan and Servatec EMEA Wide. Et merci de les applaudir. Merci d'être avec nous. Je vous présente rapidement Marie-Claude Dupuis. Vous êtes directrice stratégie, innovation, développement à la RATP. Le groupe RATP propose un service public de transport en Île-de-France, gestionnaire d'infrastructures du réseau de métro, également parisien des lignes RER. Le métro parisien est le plus ancien, ou je pense... donc deuxième plus ancien métro au monde, premier réseau européen avec 1,5 milliard de passagers par an. C'est aussi le plus dense, le réseau, ça on peut dire. Donc je dirais sacré défi. Le groupe a défini pour lui en 2017 des objectifs et un plan d'action de réduction de sa consommation d'énergie, moins 20%, déployé sur l'ensemble de ses activités à Paris. Et vous êtes également partenaire de la ville zéro carbone et des JO 2024. Marc Lermite, donc vous êtes associé au sein des équipes conseil d'EY, cabinet de conseil mondial, donc, qui fait partie des Big Four, les 4 les plus grands groupes d'audit financier au niveau mondial. Vous êtes également responsable au plan mondial du conseil en matière de compétitivité et attractivité, ainsi que du réseau International Location Advisory Services. Vous êtes administrateur de la Fondation Europlus, destinée à porter les recommandations du monde économique pour une Europe attractive et compétitive. Donc, vous connaissez bien le sujet de l'attractivité. Catherine Lescure, vous êtes déléguée régionale d'EDF en Île-de-France et vous pilotez la transition énergétique du Grand Paris. Le groupe EDF a pris des grands engagements, également comme la RATP, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015, pour accompagner non seulement les particuliers, mais surtout les collectivités dans la rénovation des habitats, des infrastructures, des équipements publics, et vous proposez aussi des services connectés, la mobilité propre. Voilà. Ralph Pleunes, you are Vice President Sales Operations for the brands Raritan and Servatec EMEA Wide, as well as the data center solutions of the Legrand Group for Germany and Austria. Sind auch Deutscher. Legrand is a global specialist in electrical and digital building infrastructures, offering high-value added products and solutions for commercial, residential, and industrial buildings. Your solutions help business and consumers to be more energy efficient, and you help develop connected buildings around the world. Indeed. Voilà, très bien. Donc, comme vous êtes tous des acteurs impliqués dans la transition verte, on a vu, les ambitions sont importantes de la ville de Paris. Pour le Grand Paris, l'objectif d'ici 2050 est de construire une ville neutre en carbone et 100% à énergie renouvelable. Voilà, on va voir comment on va y faire, comment on va y arriver. Peut-être d'abord, Marc Lermite, qu'est-ce que c'est une ville verte? Donc, vous accompagnez les entreprises internationales et vous réalisez des études sur l'environnement, les villes vertes et l'attractivité. Comment les entreprises prennent en considération aujourd'hui l'attractivité environnementale dans leurs choix?
Alors d'abord, bonjour. Je vais effectivement vous dire 2-3 mots d'études qu'on mène au plan mondial et qui montrent que être vert, être écologiquement, énergétiquement, environnementalement responsable, c'est plus une préoccupation, c'est une injonction. C'est même plus une obligation, c'est une injonction. Et peut-être aussi le faire sous l'angle de ce que DY, qui emploie un peu moins de 300 000 personnes dans le monde, je suis sûr qu'on aura passé les 300 000 cette année, je me perds dans les chiffres, et qui recrute 90 000 jeunes diplômés un peu partout dans le monde, 2500 en France, et pour chacun de ces 90 000 et de ces 2500, ils nous disent plus qu'est-ce que vous faites pour être un acteur responsable qui non seulement obéit, mais devance les préoccupations qui sont aujourd'hui mes préoccupations à moi, 22, 23, 24 ans. La moyenne d'âge chez EY, c'est un peu moins de 30 ans. Donc si moi, je n'étais pas réveillé, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, je le vis au quotidien en tant qu'associé de cette magnifique maison. C'est aujourd'hui absolument une obligation si on veut continuer à être une entreprise vivante, attractive, qui évolue avec son temps et qui surtout donne un peu de sens à ses collaborateurs, qui mettent ça sur la table en premier, avant la rémunération, la carrière, l'apport technique, les magnifiques horizons que nous leur offrons. Je vous le dis, ça se passe en ce moment. Et c'est pour ça que je voulais le rappeler. Je pense que chacun d'entre nous fera peut-être ce témoignage dans son entreprise. C'est vrai que tout ça, ça se dédouble avec les observations et les analyses qu'on mène un peu partout dans le monde et qui montrent que cette préoccupation vis-à-vis des entreprises et des territoires en même temps, je pense qu'il y a un nouveau rapport qui s'installe parce que l'entreprise doit se préoccuper bien sûr de son site, du quartier, du territoire urbain, de la métropole, du pays et la manière, et on le voit dans l'accompagnement de localisation qu'on fait, 150 à peu près par an, ces préoccupations-là, qui sont très compliquées au plan technique, parfois à analyser, nous ramènent à 3 choses principales qui répondent à votre question d'une certaine manière. C'est d'abord la qualité, la densité, le mode des transports. Je pourrais presque vous donner les pourcentages, mais c'est lassant à 16h30. Mais c'est de très loin la première incarnation, la première attente, la première exigence quand on rejoint un territoire, un employeur et une vie d'usager, d'utilisateur ou de collaborateur dans une de nos grandes métropoles. Quelle est la mobilité douce qu'on peut m'apporter, et on voit d'ailleurs que c'est avec ce premier trait de caractère qui est compliqué, qui se développe sur des dizaines d'années avec quelques milliards d'euros d'investissement. Le Grand Paris Express, dont vous parlerez sans doute, va sans doute aussi beaucoup transformer les choses. C'est avec cette première caractéristique qu'on distingue en Europe et dans le monde les métropoles qui se séparent et qui devancent. Mais quand vous dites qualité de mode de transport, est-ce qu'il y a aussi, pas seulement la régularité, l'accès et tout, c'est aussi décarboné la diversité, bien sûr, douce, donc la diversité des modes de transport et d'une capacité à sortir de la voiture, pas en marche, mais à se défaire de la voiture. Et je vous dirais que la ligne de partage entre les métropoles en Europe qui ont une appréciation, une attractivité plus forte dans nos enquêtes, c'est une ligne de partage très très claire sur le nombre de voitures par 1000 habitants. En deçà de 300 véhicules par 1000 habitants, on est dans un cercle ou un cycle vertueux, et au-delà de 450-500, c'est-à-dire une voiture pour 2 habitants, on est dans les villes à l'ancienne qui ont du mal à sortir de ce tout voiture. Première chose, donc et c'est une attente très forte, encore une fois combinée de nos jeunes collaborateurs, des plus anciens, des utilisateurs, des promoteurs, des investisseurs, des grandes entreprises ou des plus petites. La deuxième, c'est une gestion de l'énergie, et là c'est plutôt une question corporate, parce que je ne vais pas demander aux collaborateurs d'avoir des comportements plus responsables, c'est à moi de leur proposer, à nous employeurs, de leur proposer des choses qui
qui vont faciliter cette consommation. Donc EY s'est engagé notamment à la fin de 2020 d'être neutre en carbone, notamment dans l'utilisation beaucoup plus efficace de l'énergie dans nos bâtiments, dans les milliers de sites qu'on a dans le monde, mais aussi bien sûr dans nos modes de transport à nous, dans notre politique de voyage. La troisième attente, ces trois-là dominent vraiment les choses, transport, énergie. La troisième, c'est l'environnement paysager, l'environnement physique, et un environnement qui, notamment dans les quartiers d'affaires, dans les centres urbains, fait de la place aux piétonniers, aux verts, aux plantés, à un bâti qui est plus intégré. Donc là, c'est place aux urbanistes, aux architectes, mais aussi à la capacité de ces métropoles très denses à libérer un peu de foncier pour jouer avec le paysage et proposer ces parcours un peu plus verts demain qu'ils ne le sont encore aujourd'hui. Voilà, donc trois niveaux d'attente très importants. Une obligation qu'on a vu vraiment s'accélérer dans toutes les relations avec, encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur le recrutement parce que c'est une préoccupation quotidienne presque du moment pour chacun d'entre nous, qui vient percuter d'une certaine manière les métropoles. Je vous dirai un petit peu plus tard comment s'en sort Paris, parce que finalement pas si mal. Très bien, donc on va aborder tous ces points que vous avez mentionnés. Donc Catherine Lescure, peut-être pour bien comprendre de quoi on parle, quels sont les besoins actuels de Paris, du Grand Paris en matière d'énergie, et quels enjeux ont été soulevés par la loi sur la transition énergétique? Alors, je crois qu'on peut dire c'est déjà qu'il y a une véritable prise de conscience, effectivement, à tous les niveaux, et y compris, évidemment, au niveau politique, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau des grandes métropoles et des villes, qui toutes orientent leur action avec des plans climat-air-énergie qui sont pour la plupart orientés vers une neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça, on peut dire que la COP21 quand même a créé un vrai électrochoc quelque part, et que tout le monde s'est emparé de ce sujet. La région Île-de-France, évidemment, a son plan climat qui vise la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'il va falloir être particulièrement ambitieux, et on y reviendra probablement dans nos échanges, mais il va falloir avoir des politiques très très volontaristes. Par exemple, la région souhaite développer le solaire en multipliant par 60 les capacités installées entre maintenant et 2030. Donc on a 10 ans. 10 ans, c'est très court. L'Île-de-France, vous le savez, le foncier est quand même très très peu disponible. Donc en gros, il nous reste les toits, parce qu'à part quelques friches industrielles, dont quelques friches d'ailleurs d'EDF, de nos anciennes centrales thermiques, il n'y a pas beaucoup de terrain disponible pour y accueillir des très grandes surfaces, on va dire en gros au moins 10 hectares de solaire. Ça n'existe quasiment pas en Île-de-France. Sur les bâtiments ? Donc sur les bâtiments, mais sur les bâtiments, il y a beaucoup de bâtis existants, donc ça veut dire qu'il va falloir avoir des politiques ultra-volontaristes. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments qui se construisent en Île-de-France n'ont pas de panneaux solaires sur leur toit. Et en plus, il y a la question de la végétalisation des toits, donc tout ça entre un peu en concurrence. Et ça, c'est la volonté politique? Là, ça va être effectivement à la fois de mettre des incitations, de trouver des réglementations qui contraignent les promoteurs, les constructeurs à embarquer cette question d'autoconsommation, puisque l'idée, c'est plutôt que ces panneaux, ils n'aillent pas injecter vers le réseau, mais plutôt qu'ils autoconsomment dans leur bâtiment. Donc ça, je dirais, c'est un peu le contexte qui montre en tout cas l'ambition très très forte, et en face, il va falloir y mettre évidemment des moyens très puissants. Ce qu'on peut dire même en Île-de-France, j'ai un petit slide qui est ici, c'est que on est encore à 62% de consommation d'énergie fossile. Et on est plutôt mieux en Île-de-France parce qu'il y a beaucoup de transports collectifs, contrairement à d'autres régions françaises. Donc on a 30% de consommation d'électricité en Île-de-France, et donc 62% de fossiles, et le reste, ce sont des énergies renouvelables et de récupération, essentiellement des réseaux de chaleur. Et puis ce que vous voyez donc, sur ce slide, c'est la répartition, donc essentiellement du bâtiment, finalement, que ce soit résidentiel ou tertiaire. C'est là où sont aujourd'hui les consommations d'énergie fossile. Et il faut savoir que même en Île-de-France, il y a encore beaucoup de chauffage au fioul, par exemple, et aussi d'anciens chauffages au gaz qui ne sont pas toujours très performants, et donc qui ont un bilan carbone important, et le fioul en particulier. Donc il y a toute une ambition à aller aussi
accompagner ces ménages en particulier vers des solutions de chauffage beaucoup plus performantes et bas carbone. Et puis les transports, puisqu'on a encore évidemment un peu de transport individuel, même s'il y a de moins en moins de voitures, mais il y a quand même... voilà. Donc ça vous donne un peu le panorama. L'électricité, évidemment, vous vous en doutez, en France, elle est pour le coup très très plébiscitée par les Français, qui voient vraiment l'énergie de l'avenir. À 86% dans certaines études, on a les Français qui plébiscitent l'électricité comme énergie de l'avenir. Évidemment, ils ne s'y trompent pas parce qu'ils savent qu'en France, on a une électricité qui pour le coup est très décarbonée, puisque le mix nucléaire et énergie renouvelable fait qu'on émet 14 grammes kWh de CO2, là où en moyenne, en Europe, on est à 300 grammes. Donc, vous voyez, un différentiel absolument énorme qui fait que notre électricité est particulièrement bas carbone. Et l'Agence internationale de l'énergie considère d'une façon générale que l'électricité va doubler d'ici à 2050 et qu'elle sera de plus en plus pressante dans tous les pays au monde. Donc, l'ambition, évidemment, c'est d'accompagner dans cette transition énergétique toutes les catégories, finalement, de clients, mais aussi le citoyen, mais les clients particuliers, les clients professionnels, les grandes entreprises, les collectivités territoriales, et de nous appliquer à nous-mêmes ces engagements. On y reviendra peut-être juste après. Merci Marie et Claude Dupuis. Donc vous, en tant qu'experte de la mobilité verte, on a dit premier critère, ou parmi les 3 premiers, la qualité des transports. En fait, quels sont pour vous les enjeux en tant que gestionnaire du réseau de métro, comment vous allez contribuer ou comment vous êtes en train déjà de contribuer à l'objectif zéro carbone? Alors, déjà, bonjour à tous, et je voulais rappeler qu'on ne sommes pas qu'un gestionnaire du métro. On a souvent tendance à assimiler RATP égale métro, même si nous en sommes très fiers. Je rappelle juste que nous opérons 8 modes de transport, 8 en direct et 4 par partenariat. Nous sommes présents dans 12 pays, donc ce qui nous donne une vision assez globale sur les attentes de nos voyageurs et des riverains des villes. Et je suis ravie de voir d'ailleurs que les 2 premières interventions sont tout de suite venues sur le terrain de la mobilité, parce que c'est au cœur de ces enjeux. Bien sûr. Et avant encore de vous répondre, par rapport à ce qui a été dit, quand on parle d'enjeux environnementaux pour une ville dense ou une métropole dense comme celle dans laquelle nous vivons, il y a bien sûr la lutte contre le changement climatique et la nécessité de réduire nos émissions et la consommation d'énergie, mais il y a aussi tout ce qui est santé environnementale, qualité de l'air, pollution de l'air, le bruit. Et la santé environnementale est un sujet aussi important pour nous. Et il y a l'air extérieur, l'air dans le métro, etc. Et je tenais à le signaler. Et aussi, alors en termes d'enjeux pour nous, en tant que... On est 4e maintenant, on est passé au 4e rang mondial en tant que transporteur urbain, là, cette année, en 2019. Il est clair pour nous que maintenant, pour lutter contre le changement climatique, on a pris des engagements forts, j'imagine que j'y reviendrai tout à l'heure, mais si je raisonne par rapport aux besoins des villes, il y a comme on l'a dit, offrir un transport de masse de qualité. La RATP, c'est 12 millions de voyageurs par jour. On citait Copenhague en exemple, c'est 180 000 voyageurs par jour. Donc les solutions à apporter ne sont pas tout à fait de la même nature. Donc c'est déjà avoir un service d'excellence sur le transport public qui va de RER, et je mets le bus dedans. Et puis après, compléter tout ça par une offre multimodale, porte-à-porte, à la demande et de plus en plus personnalisée. Ça, c'est une attente forte des habitants des milieux denses, parce qu'ils sont prêts à laisser leur voiture à la maison, voire à la revendre, si on va les chercher au plus près de chez eux. Donc ça, c'est l'enjeu. C'est pour ça que, grâce d'ailleurs à toutes les nouvelles technologies qui sont offertes maintenant, on voit de plus en plus apparaître d'offres de nouvelles mobilités portées par des startups ou des plus grands comme Uber. Et l'enjeu pour nous, c'est de combiner ces offres, ce transport de masse avec ces nouvelles mobilités en optimisant la mobilité sur le territoire. Quand je parle d'optimiser, c'est l'optimisation vue du voyageur, c'est-à-dire d'aller de son point A au point B par le chemin le plus court ou selon ses critères, s'il a envie ce matin de marcher un peu plus, s'il a envie de, justement, s'il a une préoccupation en termes d'économiser ses émissions de CO2 sur son parcours. Et à l'inverse, on sait qu'il y aura des propositions plus d'ordre privé qui proposeront des chemins multimodaux, mais qui auront tendance à les faire passer plus sur des chemins, puisqu'il y a des accords commerciaux pour passer à tel endroit ou tel autre, qui ne sont pas forcément tous guidés par l'intérêt général. Donc pour nous,
Et on fait ça bien sûr avec notre client principal qui est Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice. Là, on a vraiment des intérêts communs qui est de comment offrir cette meilleure offre multimodale la plus décarbonée possible à tous les franciliens, puisqu'on parle de la région Île-de-France aujourd'hui, en visant ces objectifs de réduction d'énergie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Mobility as a Service aujourd'hui, qui va être l'outil, la plateforme digitale qui va permettre de permettre à chacun de faire son parcours de A vers B. Mais comme on parle de l'objectif zéro carbone, alors est-ce qu'on peut vraiment imaginer 2050 ou même avant un transport totalement décarboné, connecté au centre? Là, il faut déjà rappeler que quand un voyageur qui prend le RER, le métro, le tramway, il émet 60 fois moins qu'en prenant sa voiture en usage individuel. Hein. Donc ça, c'est déjà vertueux en soi. Mais bien sûr, on s'est dit que ce n'est pas le tout d'apporter cette solution-là. Il faut aussi être intrinsèquement exemplaire et vertueux. C'est pour ça qu'en 2015, la RATP, c'était au moment de COP21. Ça a vraiment été un événement déclencheur de dire on va se fixer des objectifs ambitieux, nous, en tant qu'entreprise, de réduction par 50% de nos émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2025. Et on s'est fait cette feuille de route-là. En parallèle, une réduction de 20% des consommations d'énergie. Et comment on arrive à atteindre cet objectif important, et c'est vraiment un plan qu'on suit, on comptabilise avec des KPI, et ben c'est notamment en faisant la transition énergétique de notre flotte de bus, parce que quand on a fait le point en 2015, c'est une flotte qui fait 4700 bus sur Paris, notre flotte, et c'était 97% de diesel, 100% de diesel. Donc l'objectif, c'est d'ici 2025 d'aller vers une flotte de bus 100% propre, avec un mix électrique bio-GNV, on aura encore un peu d'hybride, mais tous nos dépôts vont être convertis à l'électricité ou au gaz d'ici 2025. Et ça, c'est un vrai enjeu industriel, parce qu'il a fallu mobiliser l'industrie fabricant de bus pour qu'ils accélèrent la conception de bus électriques, en s'appuyant de l'exemple chinois qui a permis de stimuler un peu l'Europe et les Français. Et puis après, on s'est attaqué au projet industriel, et là, on revient sur le sujet de la ville, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des véhicules qui roulent à l'électricité ou au gaz, il faut pouvoir les alimenter. On a la chance en France d'avoir des grands gestionnaires de réseau comme Enedis pour l'électricité ou GRT Gaz et GRDF qui nous ont aidés. On a notre feuille de route, on est en train de convertir nos 25 dépôts à ces énergies propres. Et là, je reviens encore sur le thème de la ville, parce que quand on parle de ces 25 dépôts de bus, certains ont plus de 100 ans. Ils ont connu les véhicules tirés à cheval quand même. Donc ils sont en plein milieu urbain. Donc ça veut dire qu'on vient de loin. On vient de loin. Alors on profite des nouvelles constructions, et c'est là où on a un savoir-faire. On reparlait d'intégration dans la ville à la RATP, et mon meilleur exemple, j'en prendrai qu'un, c'est le dépôt qu'on appelle de Lagny, qui est dans le 20e près de Vincennes, près de la porte de Vincennes, qu'on a complètement transformé. On a rasé ce vieux dépôt, on l'a transformé, on en a fait un nouvel objet urbain, immobilier. On a fait d'ailleurs travailler des architectes parce qu'il fallait du beau, tant qu'à faire. Et puis on a mixé les usages. On a conçu un quartier de ville où on mixe les usages, puisque dedans il y a bien sûr le dépôt, et on a enterré les parkings des bus. Il y a 3 étages de parking de bus. On a mis les ateliers juste à mi-hauteur. Et puis après, au-dessus, il y a les bureaux du ministère de l'Intérieur. On a fait 30 000 m² de bureaux. On a fait une crèche. On a permis l'agrandissement du collège voisin. Et ce dépôt sera le premier 100% à l'électrique. À la fin de l'année, ce dépôt qui accueille près de 200 bus sera entièrement converti à l'électrique. Okay. Ce qui montre que, et ça on le fait pour nos 25 dépôts, et ça on est vraiment dans l'intégration urbaine des nouvelles solutions de mobilité propre. Je terminerai comme ça, ça sera mon point principal. Toujours, on voit bien que là, on est à mi-parcours, puisqu'on dit 50% d'ici 2025. Et bien sûr, on travaille sur notre feuille de route neutralité carbone pour accompagner la transition de la ville de Paris et de la région. Et pour ça, on s'appuie sur l'initiative de Net Zero Initiative de Carbone 4, parce qu'on veut une démarche rigoureuse en termes de méthode, la compensation, le ratio entre réduction à la source, compensation, et tout ça avec des méthodes sérieuses. Et j'aurais pu vous parler aussi de notre PPA prochain sur les ENR. Mais j'arrête. Voilà, merci. Ralph Clunes, as Catherine Lesque just mentioned, and we all know that the demand for energy and for an augmented mobility
in cities is exploding. So can you tell us about the changes and revolutions that are taking place in the digital and energy fields? So what are the new needs? Yeah, there are many changes happening in the field of energy and data communications and data Just provisions. keep, please, for the translators, close to you. Closer. Yeah. There are many revolutions happening in the field of energy and data, but the one that pertains to smart city and green energy is probably the one where, when it comes to all the sensors and nodes that are out producing data. When you look at the city in the past, there were a few organizations that produced data. They had their data centers near their offices, banks, insurances. And then connectivity was provided to these organizations, and then everything built around these starting points. But today it's completely democratized. Every person is producing a vast amount of data through their mobile phones, through their smart watches, through communication, but also things. Internet of Things is producing vast amounts of data, much more than actually people are producing through voice and communication. And this trend is increasing. So to make a city smarter, to make a city greener, we need to start to collate that data, capture that data, where it's generated, and then look at the data and either use it locally in real time and provide it to others that need it, like in transportation, for example, smart driving cars, they need the data there and then, or decide to compact it and communicate it to places where it can be stored and processed and correlated more efficiently with data from other sources. So this is the trend towards the cloud, putting the right amount of data into the cloud. The cloud can be produced in places that are easier in terms of energy efficiency, like near the shorelines, when you can use tidal power generation or wind power generation. So the bulk generation and computation of the data can be done in these spaces, but when it's needed real time, or when it's for immediate sharing, then it should be done where the people are, and this is in the city. And Paris is one of the 4 big cities when it comes to data centers in Europe. That's historical. The 4 big cities, Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, they have the biggest amount of data centers, but these data centers do different things today from what they did in the past. As I said, they helped banks to run their business in the past. Today, they are enabling all the services that the citizens need. And I came here on a Uber. I was completely connected all my way. I shared with the people that were expecting me where I was in real time. This is happening. And we heard about Airbnb or multimodal transportation. This is about sensors collecting data, sensors from cars, sensors from people, sensors from traffic lights, and then getting it to the right space, giving it the right priority. And therefore, data centers split into these cloud data centers that are already covered and edge data centers, which are actually in the cities, in intelligent buildings, in smart buildings, and do first analysis of the data. Okay, about data centers, I think everybody agrees on the needs of data centers because everybody wants to be online all the time. They have become indispensable facilities for businesses, for everyone, institutions, but I think there are some issues concerning data centers in cities because they're major energy consumers. Data centers, they take up a lot of space, so in cities, so there's an issue. And I've heard about Amsterdam, for example. Amsterdam said stop, no more data centers. Do you think this example could be followed by other cities? And how do you see this issue? And how do you contribute to reduce energy consumption, for example, of data centers? Even if you know we need them, but do we really need them in cities? Well, that's what I just mentioned. Some of the computation has to be done in the city. The collection and immediate use of the data, of the time-critical data, has to be done in the cities. That's why the data centers in the cities are there. They are still there, and they are growing because of the sheer amount of data. But we are trying to reduce this because the bulk processing of the data we send to other places.
We, as Legrand, we are big time into the data center business. A lot of our turnover is made in building or helping customers build data centers. And we help these customers to make these data centers more efficient. There's a number called power usage effectiveness, PUE, a PUE factor, and that means how much power do I actually use to compute compared to the power that I need to run my data center. And obviously the goal is that all the power goes into the compute and not much goes into running the data center as such. So we are looking at PUE values approaching 1.3, 1.1, so we're getting pretty close to a very efficient computing model. Et juste une question aussi sur les attentes des citoyens, en fait. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous faites des sondages pour savoir qu'est-ce qu'on attend de vous, vous en tant que transporteur, vous en tant que générateur d'énergie Je crois que ça a été déjà dit. Les citoyens, d'abord, ils attendent de vivre dans des villes agréables, où la qualité de l'air est là, où il n'y a pas d'enjeu de santé publique. Bon, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un changement, c'est-à-dire il y a oui, je pense que c'est bien à tous les étages de la société que ces changements sont attendus. Et aujourd'hui, il n'y a plus tellement de débat de savoir s'il faut faire ou ne pas faire. Il faut faire. Oui. Maintenant, il faut qu'on apporte des solutions parce que ce n'est pas forcément évident pour chacun des clients, quel qu'il soit, d'avoir sa propre solution. Donc là, il y a des entreprises qui sont à leur service ou des entreprises de conseil pour les accompagner dans cette transition énergétique. Ok, mais est-ce qu'il y a peut-être un peu plus d'urgence? Nous, ce qu'on voit, les attentes, j'en ai parlé, mais ce qui est plus encore important pour nous, c'est qu'elles sont relayées aujourd'hui par les élus, les collectivités et donc par les autorités organisatrices en charge des transports. Donc tous les appels d'offres aujourd'hui, on le voit en France mais ailleurs, sont de plus en plus à la recherche d'offres de mobilité propre, intègrent dans leur cahier des charges la transition énergétique de la flotte de bus suivant un calendrier à définir, intègrent de plus en plus des solutions de covoiturage pour compléter l'offre de transport public de base par des solutions autres. Donc il y a vraiment, nous on le constate en regardant les appels d'offres et les attentes, une évolution. L'évolution est en marche. Et dans les notations d'évaluation des offres dans le monde entier, la part RSE d'une manière globale augmente de plus en plus, pouvant atteindre jusqu'à 17% de la notation. Donc nous on voit que ça va dans le bon sens. Et vous avez déjà mentionné en fait votre expertise. Est-ce que vous exportez cette expertise? Est-ce que vous êtes reconnu mondialement? Oui, en fait, on a donné le là, sincèrement, je l'ai vécu d'ailleurs, on a vraiment donné le là au niveau mondial sur la transition énergétique de flotte vers les bus électriques. Parce que le seul modèle qui existait au moment où on a lancé notre plan à la RATP en 2015, c'était les Chinois. Donc, d'ailleurs, je suis allée voir en Chine leurs bus, parce que les bus étaient essentiellement chinois. Mais on est les seuls au monde les premiers en tout cas, à avoir engagé un programme aussi complet et ambitieux en affichant le résultat cible. Et d'ailleurs, on l'a fait après à Londres. Londres, vous savez, aussi a un programme ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et on convertit aussi à Londres, on accompagne des villes. Mais le mouvement, en fait, je pense qu'on est là où on a été le plus stimulant, c'est d'avoir montré l'exemple, et on a tiré, sincèrement, au début, il n'y avait pas tant d'industriels que ça qui fabriquaient des bus électriques quand on a annoncé notre plan. Et certains rigolaient dans les dîners en ville en disant « mais ils sont fous à la RATP, qu'est-ce qui leur prend ?» Donc de temps en temps, il faut avoir un peu de courage pour embarquer tout le monde. Merci. Oui, je rebondirais en disant, effectivement, je pense que nous, les grandes entreprises, mais toutes les entreprises d'une façon générale, je pense que c'est un peu à elles de montrer le mouvement, parce que c'est un peu nous qui avons les moyens de mettre en œuvre des vrais changements. Donc par exemple, à EDF, on a signé l'accord EV100, on a été la première entreprise française à rejoindre ce mouvement, et on va décarboner complètement notre flotte de véhicules partout dans le groupe, donc y compris à l'international. D'ici à 2030, on n'aura plus que des véhicules propres, et essentiellement des véhicules électriques. On a pris l'engagement de réduire de 40% nos émissions de CO2 à horizon 2030. Donc on va baisser de 30 millions de tonnes. Donc évidemment, comme on est un producteur d'énergie, il y en a encore quelques centrales charbon qui vont être fermées, des centrales au gaz qui... Donc ça veut dire vraiment nous obliger nous-mêmes à être exemplaires. Et puis, derrière, ça veut dire apporter des solutions à nos clients. Alors, le plan solaire, par exemple, qui a été lancé par EDF en 2017, est un plan énorme qui prévoit en France de construire
30 gigawatts de solaire, donc c'est absolument colossal, hein, c'est 4 fois ce qu'il y a en totalité aujourd'hui en France en matière de solaire. C'est des investissements massifs, hein, des milliards d'euros. Donc ça, c'est nous qui le faisons. On le fait évidemment, je le disais tout à l'heure, sur des fermes au sol, hein, des grandes emprises au sol, mais on le fait aussi sur des toitures. On a déjà déployé 10 000 installations chez des clients, chez des particuliers. Donc vous disiez effectivement, que veulent faire les gens ? Ça y est, ils installent des panneaux solaires sur leur toit et ils l'utilisent essentiellement en autoconsommation. Et les entreprises, de plus en plus, font ça également. Et puis, on s'est engagé à accompagner le mouvement de la mobilité électrique, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des voitures électriques, c'est exactement ce que vous disiez, il faut des bus, mais il faut aussi des voitures. Pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de modèles de voitures électriques. Là, aujourd'hui, ça y est, les constructeurs s'y sont tous mis, on voit bien que les modèles arrivent, mais pour ça, il faut aussi pouvoir se charger. Donc, toute la question de beaucoup de clients, c'était, c'est bien beau, mais moi, je veux pouvoir recharger ma voiture. Et donc, on a engagé là aussi un vaste plan dans les 4 grands pays européens où est présent EDF, donc en France, en Italie, en Grande-Bretagne et en Belgique, pour déployer très très massivement des bornes de recharge électriques pour que, alors là souvent effectivement avec les collectivités, mais aussi à domicile chez un certain nombre de clients. And Ralph Webplens, how do you support the digital transformation of global cities? So how can a city be attractive by digital and energy innovation? Well, in a number of ways, I would say. Energy innovation, it's just, first and foremost, the communication with the power utility. Yeah, I operate in Holland and in Germany, and I see a huge difference in the way I communicate with my utility company. For the citizens, it's much easier to see their bills, to change their tariffs in Holland than it is in Germany. But through digitalization in general, there's many ways that cities can improve the quality of life in the city, reducing traffic, allowing multimodal transportation, exchanging data between providers of transportation, citizen services, registering in a city, the way you do your tax, all this can be in a city more attractive through digitalization. Yeah, there's obviously always the energy aspect. All that costs energy. A number of years ago, there was a discussion: how much does a click on Google actually cost in terms of energy? And we always have to keep that in mind. I mean, we at Legrand, we are seeing the impact of IT on energy consumption. We launched 2 programs a number of years ago, 3 years ago. They are really anchored in our corporate social responsibility roadmap. That's the Elliott program, Electrical Internet of Things, and the ELENE program, Leadership in Energy Efficiency. What is it for? Well, Elliott is to drive the connection of devices that are normally not connected, thermostats and so on. But all sorts of devices can be connected for a number of reasons, and that's what Legrand drives with the Elliott program. But the other one is the ELENE program, Leadership in Energy Efficiency, and that drives us to develop products that are energy efficient in themselves. For example, through the use, through the way they use the relays in the products, and the way we manage the relays. That's the product itself. Then the ability we give to the users of our products to collect data and use this data to be more effective or energy efficient. And finally, the thermostats that directly help to reduce the energy efficiency and increase the comfort. Ok. On va terminer cette table ronde avec justement Paris, le Grand Paris, comment se positionne cette ville, ce territoire en termes de transition verte comparé à d'autres. Et peut-être on revient à votre étude. Oui, alors, mais avant, en fait, je voudrais rebondir sur ce que Marie-Claude Dupuis et Catherine Lescure nous ont dit, parce qu'il y a un effet collatéral très positif à ce que vous faites à la RATP et ce que Catherine Lescure a dit sur les investissements dans le solaire. C'est de l'implantation industrielle d'entreprises à capitaux étrangers, qui est un énorme enjeu pour la France et évidemment pour l'Île-de-France. Build Your Dreams, qui est un très gros constructeur chinois, a voulu se rapprocher de ses donneurs d'ordre en construisant une usine, je crois, à côté de Beauvais. Et un des plus gros projets
aujourd'hui de fabrication de panneaux solaires, de production de panneaux solaires dans le monde, est en train de regarder la France et probablement a choisi la France, n'a pas encore choisi son site, je ne peux pas tout à fait vous en dire plus, mais il y a un effet collatéral très positif à être pas seulement à la hauteur des attentes des citoyens, de ces engagements de la COP21, mais aussi un effet économique très très vertueux. Et du coup, c'est un des éléments qu'on regarde dans nos études. Je voulais évidemment répondre à votre question. En fait, il y a on est en train de finir 2 travaux. Donc, c'est des études qu'on sort dans quelques jours, mais comme on est entre amis, je vous livre les principaux résultats, qui sont l'un sur ce qu'on appelle les future cities en Europe, où l'on voit que la meilleure réponse aux attentes en matière de transport, d'énergie, de verre, de recyclage des déchets, de transport collectif, de pratiques environnementales, elle est d'abord dans les pays nordiques, dans les pays de l'Est, dans des bassins industriels de villes moyennes. Parce que Marie-Claude Dupuis l'a dit tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire à Copenhague. À Oslo, Helsinki, Stockholm, Zurich, Vienne, et puis des villes finlandaises que je ne connais pas, mais aussi Glasgow, Leipzig, avant toute mégalopole européenne, qui est écrasée par ces enjeux, aussi par des besoins de financement massifs, qui sont des financements privés parfois, mais publics beaucoup. Et donc c'est d'abord aux villes moyennes, aux agglomérations moyennes, je ne peux pas dire forcément qu'Oslo et Helsinki sont toutes petites agglomérations moyennes, mais c'est plus facile. Et il y a aussi, on le voit très bien, parce que vous connaissez, vous y êtes sans doute déjà allé, une poussée culturelle, un encouragement culturel dans ces villes. Quand on regarde la classe, la première division, on va dire, des villes-mondes dans lesquelles figurent évidemment Paris et l'Île-de-France, enfin l'agglomération et la région capitale, avec Londres, finalement, Paris et Londres sont presque les 2 seuls à ce niveau de compétitivité, d'attractivité, mais il faut mettre Amsterdam, Francfort, parce qu'il y a une bataille sur le Brexit aussi avec Francfort, Bruxelles et quelques autres. Ben finalement, si Francfort, que je viens de citer, nous devance encore un petit peu, notamment par ces espaces verts, la qualité de l'air observée, par le cycle de traitement des eaux usées. Je vous cite ce que notre étude dira dans quelques jours. Beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit, mais c'est aussi, vous voyez, la bataille sur le Brexit, elle va se jouer sur notre capacité à montrer que la place financière et bancaire, l'Europlace, comme on dit, de la région Île-de-France est hyper compétitive, qu'on a des surfaces de bureaux, qu'on a à Roissy, etc. Mais ça va se jouer aussi là-dessus et de plus en plus demain là-dessus. On le voit, nous, dans les grilles de localisation de nos clients. La demande, elle n'est pas seulement d'être très rationnelle avec un ROI, une efficacité hyper... On nous demande, je ne dirais pas tout à fait du sens, j'ai un petit peu exagéré tout à l'heure, mais on nous demande aussi de passer au crible ces choix de localisation par rapport à ces attentes, parce qu'elles sont dans le champ réglementaire de ces entreprises, leurs obligations RSE, mais aussi parce que, j'ai insisté beaucoup là-dessus, c'est la demande pressante de leurs collaborateurs. Donc Francfort se distingue encore un peu, mais j'ai la joie de vous dire que Paris et l'Île-de-France, cher Alexandre, se situent au 2e rang, devant son grand concurrent londonien, et devant la quasi-totalité, puisqu'on est 2e, la totalité des grandes mégapoles mondiales. Et pourquoi ? Parce que j'ai essayé de faire sortir les quelques éléments, et je m'arrêterai là. Ben finalement, c'est les projets, puisqu'on regarde la perspective, c'est les projets de nouvelles lignes de transport. Le Grand Paris Express est un énorme vecteur en fait, de cette attractivité. Je pense que le desserrement et l'ouverture de tout simplement de nouvelles lignes, et donc les propositions nouvelles qui vont être faites par le Grand Paris Express, ça va être une vraie réponse, et ça tire cette attractivité verte, mais aussi le fait que la dynamique immobilière, l'investissement immobilier, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Île-de-France est la première ou 2e, selon les années, zone, destination d'investissement immobilier. Et vous le voyez simplement par les grues qui poussent partout, les projets dans la ceinture du Grand Paris, mais aussi dans Paris. Ben, cette performance, cet investissement immobilier, il se fait sur des bâtiments de nouvelle génération qui ont une performance environnementale beaucoup plus importante que les anciens bâtiments qu'il faut tous convertir. Et puis, le faible niveau d'utilisation d'énergie fossile au niveau national, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même une énergie encore nucléaire, en très grande partie, en très grande majorité, fait qu'on a un rang en Île-de-France qui est performant. Donc 2e place, et ça va se jouer aussi là-dessus, avec Francfort. Après, on trouve... et quelle était la première place ? Francfort, Paris, puis ensuite okay. Londres, City et Canary Wharf, parce qu'il faut regarder les deux, Toronto, Amsterdam, São Paulo, etc., etc. Donc cette bataille pour l'attractivité sur les sièges, la place financière, les grands centres de recherche et développement qui vont dans ces grandes capitales,
elle se fait aussi sur l'attractivité verte. C'est ça qu'il faut retenir. Très bien, donc c'est très important cette attractivité verte dans le choix des entreprises, des citoyens, des talents, très important. Donc à Paris, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Qu'est-ce que vous avez mentionné? Là, vous avez parlé des bâtiments, les espaces verts. Je pense que Paris n'est pas très bien placé pour les espaces verts. Réduction de particules fines, tout ça dans la transition énergétique. Qu'est-ce qu'il y a encore pour accélérer? On est bien positionné, mais... il y a encore beaucoup à faire, je crois. On l'a bien vu d'ailleurs. Plus de mobilité partagée. Ça, je pense qu'effectivement... il faut qu'on apprenne à utiliser autrement les transports. Et effectivement, le Grand Paris Express va beaucoup nous aider à ça, mais probablement qu'après-demain, le véhicule autonome va nous donner aussi d'autres moyens. Mieux utiliser les énergies locales. On travaille, on fait des études avec nos chercheurs de la R&D pour accompagner les grandes métropoles sur leur plan climat et énergie et surtout à regarder quels sont les potentiels dans chacune des régions. Donc chaque région a finalement des atouts. En Occitanie, il y a beaucoup de soleil. En Île-de-France, il y en a un peu, il y en avait un petit peu tout à l'heure, mais enfin pas tant que ça. Par contre, on a de la géothermie, on a des data centers dont on parlait tout à l'heure. Comme ils sont là et que de toute façon, ils produisent de la chaleur et qu'en général, ils sont plutôt dans les villes, eh bien, on a intérêt à réutiliser la chaleur. C'est ce qu'on fait Val d'Europe. On a tout un réseau de chaleur qui est alimenté à partir de la chaleur qui est développée par ces data centers. On a de la géothermie en Île-de-France, il faut l'exploiter. C'est un véritable potentiel pour alimenter ces réseaux de chaleur. Là aussi, les réseaux de chaleur, je pense, sont un énorme potentiel. Mieux utiliser, valoriser les déchets, etc. Toutes ces potentialités-là, elles existent déjà, mais il faut aller encore un cran plus loin. Et justement, pour terminer, les JO, comme vous êtes partenaire des JO Paris 2024, est-ce qu'on dit c'est un petit, on s'arrête pour faire cette transition ou comment vous voyez ça? Qui, bien évidemment, un événement pour les rayonnements comme Paris et comme ville sportive. Alors, pour nous, les JO, la RATP, ce sera d'abord un immense challenge de transport, puisque dans l'engagement de la candidature, il y a de fournir des transports fiables, durables et sûrs pour tous. Les JO, le concept de Paris, c'est un concept très compact, avec 43 championnats du monde en simultané et 13 millions de spectateurs. Et l'engagement, c'est de transporter tout le monde par le transport en commun, pour avoir des JO non émetteurs de carbone. Donc je peux vous dire qu'on commence déjà à travailler sur le plan transport de la RATP pour les JO en 2024. Ça va être un challenge. COP21, ça avait été déjà assez intéressant, mais alors là, on change de dimension. Bien, pour nous, sur les JO, on est donc le fournisseur officiel d'énergie et donc d'électricité et de gaz. Ça va être beaucoup d'électricité, probablement un peu d'hydrogène, parce que ça peut être l'occasion aussi de faire quelques démonstrateurs autour de l'hydrogène, en particulier sur des solutions, par exemple sur la Seine, du fluvial qui pourrait très bien demain fonctionner à partir d'hydrogène, ou peut-être quelques bus, du transport routier. C'est vraiment l'occasion d'accélérer, je pense. Les jeux, il faut qu'on l'utilise tous comme un accélérateur, à la fois dans les démonstrations qu'on va pouvoir faire et puis dans la communication qu'on peut faire auprès du grand public pour montrer que c'est possible, qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont compétitives et qu'ils peuvent dès à présent appréhender et adopter. Merci et un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Which are the greenest cities in the world? From your point of view, which are the greenest cities in the world? London is certainly amongst them. Seoul, Copenhagen, they are on the top of the list. Raritan Legrand recently launched a white paper which actually lists them and shows why they have become the greenest cities and how they do that. So when people are interested, you can find me on LinkedIn, and I'm happy to provide the link to the white paper for you.
But there are a number that are rated very highly. Unfortunately, Paris is not yet amongst them. Yeah, that's. But I can see a lot of effort being taken here from this group. That's going to change. There's a big will here to change this. I just wanted to add it to a previous point. Olympic Games. I think digital services can help to make these Olympic Games very enjoyable for the athletes and the visitors through digital services and security. Digital services will play a major role, provided through data centers in Paris, most likely, to make this safe and enjoyable for all the visitors. Moi, Alexandre, j'ai dit que si aujourd'hui la perception, là, c'est-à-dire la réalité des choses, c'est qu'en Europe, il y a un certain nombre de villes plus agiles et au comportement culturel et citoyen plus, on va dire, plus vertueux, qui sont en avance, qui ont démarré beaucoup plus tôt et qui n'avaient pas non plus le mix énergétique, peut-être, la dépendance à la voiture, pour plein de raisons. Moi, ce que je vous dis là, c'est pas de la com payée par Valérie Pécresse, Patrick Ollier ou par tes soins. On voit, nous, une transformation et une adoption qui passe en difficulté, notamment dans cette grande transformation, ce qui est compliqué, c'est les rétifs et les captifs. Les captifs, c'est-à-dire les livreurs, les entreprises qui doivent... je ne veux pas refaire le débat électoral qu'on a peut-être certains d'entre nous regardé hier soir, mais quand même, il faut aussi voir la manière dont on fait de la pédagogie, de la transformation. Mais il nous semble que le Grand Paris et la région Île-de-France ont en elles et en eux, et ça ne se sait peut-être pas assez, une perspective verte beaucoup plus importante, et à notre avis, c'est mesuré, rationnel, c'est EY bien sûr, beaucoup plus convaincante qu'on ne le pense. Et ça a été une de mes grandes surprises, et c'est pour ça que je suis content de vous le dire aujourd'hui. Il ne faut pas trop le dire parce qu'on n'a pas encore sorti l'étude, mais je vous en enverrai à tous les bonnes feuilles dans quelques jours. Merci. Encore une dernière question. Oui, monsieur. Attendez, Bonjour, je travaille je contribue à la création de la ville durable et solidaire, mais je trouve que les politiques, même sur la ville de Paris, sont très timides en termes d'imposer, par exemple, sur les permis de construire des efficiences énergétiques sur des immeubles. Moi, je vois récemment, j'ai participé à un oral, à un concours il y a quelques jours à Lille, et où on était 5 finalistes, où j'ai eu extrêmement de mal à mon partenaire un des plus grands promoteurs immobiliers français, à lui imposer de faire un immeuble zéro carbone. Et en fait, on trouve très peu de cas aujourd'hui, même sur des terrains qui sont mis en vente par les villes, par les régions. Merci. Oui, c'est exactement. Merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement ce que je mentionnais tout à l'heure. On voit encore. Alors, il y a des réglementations. La réglementation environnementale va changer. La RE 2020, qui devrait être adoptée en 2021 en réalité, va embarquer la question du carbone dans les surfaces construites. Donc, ce sera sur de la construction neuve, mais en tout cas, elle va permettre de regarder ce bilan carbone des logements neufs. Mais je suis convaincue, comme vous, qu'il va falloir que ça se durcisse si on veut qu'effectivement ça prenne une véritable échelle et qu'on soit à la mesure des ambitions qui sont annoncées, parce que sinon, les choses se font lentement et en plus on a un bâti qui est particulièrement dense en Île-de-France, donc tout ne va pas être remplacé, mais il faudrait à minima que ce qui est construit aujourd'hui intègre cette dimension de neutralité carbone. Vous avez totalement raison. Il n'y a plus qu'à croire que les programmes électoraux de quasiment tous les candidats dans toutes les villes de France seront mis en œuvre, parce que si vous les lisez un petit peu, ils fleurissent d'investissements publics territoriaux sur ça en particulier. Bon, il faut croire à ça. Voilà. Super. Merci encore pour vos questions. Merci à vous tous. Je dirais le temps